Tu te sens perdu dans ta carrière? Ça tombe bien. Mon invité aujourd'hui est Mathieu Guénette, conseiller d'orientation organisationnelle. Depuis 1995, sa carrière tourne autour de celle des autres. Il aide ses clients à définir leur prochain objectif de carrière et les accompagne pour trouver les outils, tactiques et stratégies afin d'atteindre ces objectifs. Mathieu est aussi auteur. En 2000, il a publié le livre Comment déjouer les attitudes kamikazes en recherche d'emploi qu'il a écrit entre autres grâce à son expérience en milieu carcéral. Il aidait les ex-détenus à l'insertion professionnelle. Dieu sait que j'ai hâte de parler de ça avec lui. En 2017, il a copublié avec Catherine Bédard, CHRA, le livre Le candidat viscéral, qui a gagné 2 prix, le prix du livre RH de l'année et celui de l'Ordre des conseillers d'orientation du Québec. Comme ce n'était pas assez, Mathieu est aussi podcasteur. Il anime et produit le podcast Les Ambitieux, que je vous invite fortement à écouter 1 ou 2 épisodes. Dans ce podcast, Mathieu fait la lecture d'un livre. Il nous fait un résumé de ce livre, de ses compréhensions des points forts, des points faibles et nous donne aussi certaines opinions et même des expériences qu'il a vécues grâce à ses apprentissages. Aujourd'hui, à 48 ans, le plus grand défi de Mathieu est d'être un grand-papa extraordinaire pour ses 2 petits-enfants, Eloa et Jean. Sur ce, je laisse la place à notre conversation variée que j'ai eue avec Mathieu Guénette. Fait que je t'ai invité aujourd'hui parce que je suis depuis 8 mois environ dans une tourmente à savoir quelle est ma prochaine étape de carrière. J'ai été en contact avec ton contenu grâce à ma coach de voix, Andréane, qui a fait une publication LinkedIn. Et quand j'ai lu ta bio, j'ai dit, OK, je veux parler à lui. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce qu'un conseiller d'orientation, à quoi ça sert, à qui ça s'offre et tout. Mais avant d'aller là-dedans, je suis un petit peu égoïste. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est arrivé en Tanzanie. Ah, je t'ai conté ça. En fait, moi, j'ai fait le tour du monde en 2012, de l'été 2012 à l'été 2013, avec ma femme et mon fils qui avait à ce moment-là 17 ans. Il venait de finir le secondaire. Et c'était d'ailleurs parce que je me questionnais sur ma carrière à ce moment-là. Donc, on peut être des conseillers d'orientation qui sont en recherche. Et en Tanzanie, on a fait un safari dans le cratère là, du Ngorongoro, j'ai peut-être mal dit le nom. Et ce qui arrivait, c'est que au début, quand le guide cherchait les passes là, pour rentrer, première des choses, il avait laissé les fenêtres ouvertes de la vanne. Puis là, il y a des babouins qui sont rentrés par la fenêtre. Et là, on a eu bien peur. On était tout en arrière dans la vanne. Puis on volé les lunchs qu'on avait, qui étaient dans la vanne. Et ils ont fait caca dans la vanne, au passage, très insolent. Puis la seule affaire qu'ils ont laissée de toutes les lunchs, c'était une banane. Je dis, pourtant, je pensais qu'ils aimaient les bananes. Ils ont tout pris, ils ont laissé une banane. Bon, voilà le côté ironique. Et là, on avait en fait, ils ont pris un lunch. Il y en avait d'autres. Puis là, après ça, quand on a sorti, encore le guide, une fois, il est parti, régler des affaires. Puis là, c'est tout le temps quand le guide n'est pas là que les babouins se présentent. Et là, on s'en allait. Là, puis là, ma blonde, elle me dit, hey, va jeter les détritus, les vieux lunchs. Il y a une poubelle là-bas que je sors avec les détritus. Puis là, j'ai vu un gros babouin. Là. C'est énorme, un babouin. Puis là, il s'est mis à courir à toute vitesse. Là. Au début, je comprenais pas là, que c'était à cause des lunchs que j'avais. Là. Je me suis mis à courir. J'ai fait le tour de la vanne. Puis là, à un moment donné, j'ai comme compris une chance. Là. C'est très dangereux. Puis là, j'ai lancé les déchets par terre. Puis là, il s'est rivé sur les déchets. Et là, je suis rentré à toute vitesse, là, mais mon cœur a débattu que j'ai quand même vécu une aventure qui est périlleuse là, en Afrique. Là. Donc voilà ma petite histoire. Je suis content de voir que c'est un mythe que les babouins aiment les bananes. Prochaine fois, je vais voir des dessins animés, je vais dire ça, c'est pas vrai. Ils aiment les bananes, je pense quand même. Ils aiment peut-être plus les sandwichs, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, mais quand il y a une cible, là, ils savent où ils s'en vont, là, puis ça peut faire peur, parce que c'est quasiment grand comme un humain, là, un babouin, là, un petit humain, mais quand même, ça peut t'arracher la face.
Oui, puis ça n'a pas de code social comme nous non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas régi par les mêmes règles et morales et d'humains que nous. Donc, Ah oui, ça, ils ont l'instinct de survie. en parlant de règles, on va parler, je veux commencer par cette partie-là, de travailler avec des ex-détenus, le milieu carcéral. Je vais mettre une petite mise en contexte. Moi, mon père, quand j'étais jeune, était en prison. Et quand il est mort, j'ai réalisé qu'il ne me restait pas grand-chose, ni d'héritage. Et je me suis dit, c'est un cadeau que j'ai eu de vivre ça. Et je veux faire profiter de cette expérience-là aux autres. Fait que, à quelque part dans ma tête, j'ai envie d'un jour, soit une fondation, je ne sais pas comment, d'aider les familles d'ex-détenus. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai dit, je vais y parler, je vais avoir cette conversation-là. Fait que j'aimerais savoir comment tu es arrivé à travailler dans le milieu carcéral avec l'insertion professionnelle. OK, ben écoute, moi, à l'époque, là, on n'était pas en pénurie de main-d'œuvre. C'est le contraire. On parle, mettons, en 94-95, là, c'est peut-être les années, je commençais à me chercher un emploi, puis j'avais aucune expérience. C'est un peu ironique. Tu veux aider du monde à trouver un travail, mais toi-même, tu n'as pas de travail, qui n'était pas très crédible. Je suis vraiment bon pour aider les gens à se trouver un travail. Je me cherche un travail. Et puis là, ben, j'ai pas d'expérience, j'ai à peu près 20-21 ans, là, quelque chose comme ça. Et en plus, mon garçon venait de naître là, à ce moment-là, puis j'ai appliqué à plein de places, que c'est tout simplement l'endroit où on m'a fait une proposition. Mais en même temps, j'étais fasciné par le milieu carcéral. Ça faisait mon affaire. Tu sais, c'est un environnement qui est fascinant. Là. Autant les personnes, j'ai eu à travailler des fois à l'intérieur des murs, là, dans les pénitenciers. Puis, je trouvais ça bien intéressant. C'est pas des endroits où on a facilement accès. Et d'ailleurs, ben, c'est ça, hein, comme tu as dit dans l'introduction, ben, je me rendais compte que l'aspect de l'attitude était vraiment important dans la recherche d'emploi, parce qu'il y a le côté technique, comment faire un bon CV, les techniques d'entrevue, mais comment ton état d'esprit joue. Puis chez une clientèle vulnérable, comme les ex-détenus fragiles et avec souvent des personnalités difficiles, parce qu'ils sont en dedans, souvent c'est parce que évidemment, ils ont des difficultés à se gérer eux-mêmes. Donc, je me suis dit, ben, l'attitude, c'est quand même quelque chose d'important. Puis comment aborder ça? Moi, ça a été ça mon baptême. Puis pendant ce temps-là, je faisais ma maîtrise. Donc, j'ai resté là 5 ans. Ça a été quand même une longue expérience. Ça a été ma façon à moi d'être introduit au marché du travail. Je le sais que quand on a fait la préparation de l'épisode, tu me dis, moi j'aime ça quand on va peut-être un peu plus en fond des gros concepts un petit peu plus élevés. Dans mes premiers épisodes de podcast, j'ai 2 épisodes qui me viennent en tête. Un, qui purge réellement la peine, qu'on n'ira pas dans cette direction-là. Puis un autre que j'avais appelé la société du pardon. Et là, c'est ma vision. Je n'ai pas de chiffres, je ne suis pas statisticien ou peu importe. Donc, je n'ai pas de prétention, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on dit, OK, tu commets un crime, tu vas en prison, tu payes pour ton crime, et après, la société va te réaccepter. Quand dans les faits, c'est sûr que si, mettons, tu es un propriétaire de compagnie puis que tu engages un ex-fraudeur, ben c'est sûr qu'il regarde des antécédents puis tu es quand même limité dans tout ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment un vrai pardon. T'sais, le gouvernement ne t'engagera probablement pas, les banques ne t'engageront pas, il y a une multitude de compagnies, puis après, dans une petite compagnie, c'est libre peut-être aux valeurs du propriétaire. Fait que, y a-tu quelque chose que tu vois, puis là c'est assez vaste, là, mais quelque chose qu'on pourrait rajouter là-dessus, comment qu'on peut se présenter justement quand on tombe dans cette clientèle-là pour justement être accepté, pardonné? Y a-tu quelque chose que la société, on pourrait juste pour avancer d'une étape, là, pas régler le problème, mais juste d'avancer une étape là-dessus? Bien, tu sais, de façon très concrète, là, quand je travaillais justement à aider des ex-détenus à être réinsérés professionnellement, bien, c'est sûr que si c'est une personne qui a fait une fraude financière, qui a fraudé une entreprise, ben, il peut avoir un malaise, évidemment, à ce qui occupe un poste de contrôleur
dans une entreprise. Par contre, s'il conduit un chariot élévateur, ben, il n'y a pas de lien entre la fraude et le chariot élévateur. Donc là, puis, bon, en même temps, c'est une information qui est publique. Hein? On peut savoir facilement si quelqu'un a un dossier ou pas. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de lien, ben, on est censé ne pas tenir compte du fait que la personne a un casier judiciaire s'il n'est pas en lien avec le poste. C'est sûr que il y a des cas, c'est pas évident. Là, quand moi j'avais un jeune enfant, puis tu rencontres une personne qui a été incarcérée pour pédophilie, puis le pardon, OK, mais puis tu te dis, bon, OK, elle va pas être dans une garderie, d'accord, mais la personne, elle travaille à un endroit qui n'a pas rapport avec les enfants, mais elle se fait amie avec d'autres personnes, des collègues de travail qui ont des enfants, puis tu apprends qu'elle a abusé des enfants des amis qui, eux, ne savaient pas que cette personne-là avait cet antécédent-là. Que tu te dis, ouais, c'est quand même délicat comme question. Il y a beaucoup de variables là-dedans, il y a beaucoup de complexité. Moi, je pense qu'effectivement, pour qu'un être humain puisse trouver du sens, être capable d'être réhabilité, ben, il doit sentir une ouverture. Mais en même temps, pardonner, ça signifie aussi que la personne a fait un bout de chemin. Elle a retenu une leçon. Ça, c'est difficile à savoir. La personne, elle me dit-tu qu'elle a compris parce qu'elle veut simplement tirer avantage ou il y a vraiment eu une vraie réflexion derrière? Et ça, puis en même temps, est-ce que l'employeur il va s'ingérer, dire je veux que tu me démontres que tu as fait vraiment une réflexion? Que c'est très, très complexe d'après moi. Mais c'est extrêmement pertinent comme réflexion de société. Puis, je pense qu'il existe des pistes concrètes qui sont peu connues pour aider les gens. Et c'est ça que je réalise avec le balado que je fais, les ambitieux avec le travail que je fais. Je trouve qu'on simplifie beaucoup de choses parce que, bon, on veut uniformiser, on veut aller vite, là, mais je trouve ça étonnant de voir comment on pourrait aller beaucoup plus en profondeur dans l'aide qu'on peut offrir et qu'il existe des moyens, puis et on ne les utilise pas beaucoup. Puis ça, je me dis peut-être que ça pourrait être la façon de commencer par aider les gens qui veulent un pardon pour leurs crimes, c'est de leur offrir des services qui vont vraiment faire une différence dans la façon qu'ils vont gérer eux là, comme personnes. Concrètement, as-tu un exemple de quelque chose qui pourrait être fait, mis en place? Moi, je pense qu'au niveau des interventions psychologiques, il existe des outils qui sont pratiques. Là. Je ne parle pas de dire on va faire la personne, il faut qu'elle fasse une psychanalyse pendant 10 ans. Je trouve qu'il y a des moyens simples là, qui sont bien efficaces, pertinents. Je pense de mettre l'accent sur des services pour lesquels il y a une efficacité, puis que la personne peut développer une autonomie aussi dans la manière d'utiliser ces outils-là. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'imaginer des solutions de ce type-là. Je trouve qu'un des problèmes de fond, c'est peut-être la raison pourquoi je t'ai dit, tu m'as posé la question, qu'est-ce que j'aime d'un podcast? Moi, je dis, j'aime ça quand on va en profondeur. Parce que je trouve qu'on est beaucoup centré sur des trucs rapides, immédiats, pour traiter des problèmes qui sont complexes. Puis des solutions simples à des problèmes complexes, habituellement, on passe à côté, puis après ça, on dit, ça donne rien, c'est pas efficace. Puis là, on dit, là, il faut mobiliser les employés. Là, je leur dis que je leur paye la pizza s'ils réussissent à finir la job avant telle heure. Je les mobilise, là. Donc, c'est bien compliqué. Bon, je trouve et ça, c'est un constat que je fais de plus en plus, c'est qu'il faut prendre le temps de mettre des bonnes bases. Puis prendre le temps, c'est pas 10 ans de psychanalyse. Il y a un milieu entre les deux. Là. Mais il existe des outils, je trouve, qui demandent un peu plus d'investissement, mais qui ont un gros retour sur l'investissement. Là. Et c'est ça qui, je trouve, qui est
une des problématiques là, que moi j'observe en ce moment. Puis, je pense que tu as raison. C'est vrai qu'on cherche toujours un quick fix. Et après t'avoir posé la question, je me dis, ouais, c'est vrai que de demander une étape, c'est peut-être pour changer une société, c'est peut-être quelque chose de gros. C'est pas, il n'y a pas une étape qui va tout changer, surtout changer la façon que les personnes externes vont voir les ex-détenus. Je pense que c'est quand même quelque chose qui nécessite beaucoup plus que juste, comme tu dis, payer à pizza le soir ou dire on va leur payer une thérapie, une psychanalyse. Ben, je pense qu'en fait, quand on rentre dans la complexité, ça demande de la structure, puis ça demande des systèmes. Puis c'est ça que je réalise à chaque fois. Tu te dis, ben, quand on prend le temps de bâtir des systèmes, puis de structurer, ben, on est capable d'arriver à quelque chose de solide, comme construire une maison. Construire une maison, on met des fondations, on sait que c'est complexe. On prend ce temps-là. On ne se dit pas, moi, je suis pressé, là, envoie, fais-moi des murs, puis tout ça. Ouais, mais il n'y a pas de fondation, c'est pas grave, je suis pressé. Puis après ça, la maison, elle tombe à terre parce qu'il y a du vent. Puis là, ben là, ça ne marche pas. Là. C'est quoi cette affaire-là? Je trouve qu'on agit un peu comme ça sur le plan psychologique. On ne le ferait pas en ingénierie. Pour un pont, on ne ferait pas ça. Mais on dirait qu'en psychologie, c'est les sciences humaines, on simplifie beaucoup. Puis, c'est extrêmement complexe, tout ce volet-là. Puis moi, c'est ce que je réalise là, avec 30 ans de pratique. Là. Puis je pense que ça va être important de bâtir de quoi, mais je pense qu'autant pour n'importe quelle problématique, on parle de plus en plus de dépression, on parle de plus en plus de troubles d'anxiété, on parle qu'on est dans une société qui est malade, mais on ne s'attarde pas beaucoup. C'est quoi vraiment des pistes qui pourraient nous aider? Puis après ça, nous aider collectivement. Je pense qu'il y a moyen. Je trouve qu'il y a plein d'auteurs, je découvre plein d'auteurs qui ont réfléchi à ces questions-là, puis qui ont des choses extrêmement pertinentes. Et je me dis, hey, ça n'a pas de bon sens que ça ne soit pas plus connu. Et c'est là que les ambitieux vont nous aider à les connaître. Ouais! Ton 5 ans dans le milieu carcéral, tu as vu, on va dire, des vertes et des pommes, tu as dû voir plein de choses. Y a-tu une chose que tu retiens, que tu dis, tu sais, je vais juste mettre un contexte. Mon père disait, moi, je pense que tout le monde devrait faire 6 mois de prison. Comme ceux qui ont travaillé dans un restaurant qui disent, tout le monde devrait travailler dans le service. Après, you won't be a jerk quand tu as travaillé dans le service. Quand tu as été serveur d'un restaurant, que tu comprends que la personne, tu as un peu d'empathie pour lui versus si tu n'as jamais travaillé. Y a-tu quelque chose qui sort de ta carrière en milieu carcéral que tu dis, ça serait bon que tout le monde voit ça ou ça t'a fait grandir toi, peut-être pas pour la communauté, mais toi, ça t'a fait grandir, voir les choses autrement? Ben, c'est sûr que j'aurais envie de dire la complexité, dans le sens de dire que tu ne peux pas prendre une position pour ou contre. Quand tu penses à des questions comme ça, là, des histoires qu'on entend qui donnent envie de pleurer, quand tu connais les gens, tu vois leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je trouve qu'il y a ce côté-là, puis en même temps, tu te dis, ben, j'ai pas envie que cette personne-là, elle soit mon voisin non plus. Puis tu te dis, moi, comme intervenant qui n'est pas impliqué personnellement, ben j'ai une vision. Mais quand j'arrive chez nous, je barre ma porte, puis je parle pas trop à personne qui marche sur la rue, qui parle tout seul. Je n'essaie pas de dire Hey, monsieur, non, je marche vite, puis je change de trottoir. Que je trouve que cette notion-là est quand même assez dure à porter sur les épaules parce que tu te rends compte de tes propres paradoxes. Donc ça serait peut-être un élément qui me vient à l'esprit. Puis peut-être la polarisation, on est vraiment présentement, on n'en parle plus jamais avec tout ce qui s'est passé les dernières années, les réseaux sociaux, que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas juste, ils sont pas méchants à temps plein, mettons, on va dire ça comme ça, c'est pas juste des criminels à temps plein, il y a une histoire, un parcours, un contexte qui n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais qui fait qu'ils sont rendus là, le chemin les a amenés là, puis peut-être des fois aussi de voir ça dans d'autres situations. Non, tout à fait, mais non, je suis bien d'accord. Puis moi, plus je fais des lectures, puis plus je me rends compte que c'est quoi les phénomènes de société, qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis je trouve qu'il y a des grilles de lecture qui sont intéressantes pour comprendre des phénomènes sociaux.
Et je pense à, par exemple, moi j'aime beaucoup les échelles qui parlent des niveaux de conscience. Donc, il y a différents niveaux de conscience. Puis on parle beaucoup de compétences, mais les niveaux de conscience font en sorte que deux personnes qui parlent à des niveaux de conscience différents, ben, ils ne sont pas capables de se comprendre. Puis ils ont beau se parler fort, ils ont beau dire regarde mes arguments, c'est scientifique. Mais quand on se sent menacé, on se défend. On se défend même si on n'a rien à défendre. Que si je te dis la Terre est plate, puis, ben, franchement, Mathieu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu dis là? Je vais te montrer des études scientifiques qui démontrent que la Terre est ronde. Mais moi, juste le fait que tu me parles comme si j'étais un imbécile, même si j'ai pas d'argument pour contrer ce que tu dis, je vais faire n'importe quoi pour essayer de me défendre, pas parce que je tiens tant que ça à mon point de vue, mais parce que c'est mon intégrité, c'est qui je suis que je veux défendre. Et on crée des débats comme ça parce que on s'attaque les uns les autres, puis là, ben, ça met les gens dans des positions défensives. Mais si quelqu'un prenait le temps d'être empathique puis d'écouter la personne qui dit la Terre est plate, puis écoute, je peux comprendre que avec tout ce qui se passe, on peut avoir des doutes sur tout, puis là, on commence à échanger d'une manière qui est peut-être plus en connexion, on s'intonise, ben, on peut amener les gens à changer d'opinion. Le but, c'est pas de faire changer tout le monde d'opinion, mais il peut y avoir une ouverture, on peut avoir un rapprochement, plutôt qu'être en mode opposition. Les niveaux de conscience, ce qu'on se rend compte, c'est que les niveaux de conscience, c'est pas une hiérarchie de dire il y a du monde qui sont moins bons que d'autres là-dedans, mais ça reste qu'un niveau de conscience, quelque chose qui évolue, comme un enfant n'a pas le même niveau de conscience qu'un adulte, puis on ne va pas dire qu'il est inférieur à l'enfant, mais je trouve que c'est une grille de lecture qui est extraordinaire. Moi, j'en parle dans mon épisode 40, là, changer les mentalités. Puis tu te dis, hey, cet outil-là, il est extraordinaire. Il n'y a pas tant de monde que ça qui connaît cette échelle-là de Keegan, puis il existe différents types d'échelles là, comme ça. Mais mon Dieu, que ça permet de comprendre plein de phénomènes. Puis mon Dieu, que j'ai plus d'empathie quand je vais parler avec quelqu'un qui est peut-être un ex-détenu, qui est à un niveau de conscience qui est celui des bons puis des méchants, ou plutôt, avant ça, c'est celui, la loi du plus fort. Donc, quand tu es dans un milieu qui est tough, ben, il faut que tu sois tough pour survivre. Que c'est la loi du plus fort, il y a les forts et les faibles. Bon, mais ça, c'est un niveau de conscience qui est comme un peu quasiment le règne animal. Puis là, ben, tu parles avec quelqu'un qui explique avec des théories scientifiques que c'est important, le respect et tout ça. Mais cette personne-là, elle, c'est la loi du plus fort. Puis là, ben, c'est un exemple bien concret pour dire qu'ils ne peuvent pas échanger. Puis celui qui n'a pas le niveau de conscience plus avancé vers la complexité ne va pas trouver brillant l'autre. On ne va jamais trouver quelqu'un qui est plus avancé que nous, comme mon Dieu qui est intelligent. Et on peut admirer quelqu'un qui est légèrement en haut de notre niveau de conscience, mais sinon, tu vas juste dire, il pète des nuages, là, il est dans son monde, là, la vraie vie, c'est pas ça. C'est pour ça que les gens ont de la misère à se comprendre. Ça, c'est un exemple là, très précis pour dire comment il y a une richesse quand on commence à avoir les bonnes grilles de lecture. Puis, tu sais, tu disais, l'idée, c'est pas de convaincre tout le monde, mais juste d'avoir un dialogue où ce qu'on s'écoute, parce que c'est souvent ça qui arrive. Tu dis ça, l'autre dit ça, puis il n'y a personne qui s'écoute. C'est juste celui qui essaie de parler le plus fort, tu sais, à la limite, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais si tu entends ce que je te dis, j'entends ce que tu me dis, puis que, OK, on n'est pas d'accord, c'est déjà un pas vers l'avant plutôt que de se diviser. Mais en fait, on a toujours une partie où on est en accord, puis une partie où on n'est pas en accord. Dans n'importe quelle conversation. Et de commencer par la partie sur laquelle on est en accord. Mettons, je dis, c'est une question très complexe. Bon, es-tu d'accord que cette question-là est très complexe? Ben, on risque d'être d'accord. OK, bon, au moins on s'entend là-dessus. OK, on part là-dessus. Mais après ça, on se dit, OK, au moins on est syntonisé là-dessus. Puis là, ben, on peut être d'accord sur d'autres affaires. On peut comprendre qu'on peut être méfiant envers l'information qu'on reçoit. Puis là, ben, la personne qui croit à des complots, elle va être d'accord avec moi si je dis ça. Puis là, ben, à partir du moment où on connecte,
bien là, on est capable de parler de nos points de divergence. Mais si on est tout de suite dans divergence, c'est là où ça va être difficile d'établir la connexion. Et s'il n'y a pas de connexion, ben là, c'est juste une guerre de mots, là. Pour ceux qui écoutent l'épisode pour savoir qu'est-ce qu'un conseiller en orientation, je vais faire un segue. C'est un peu. On va être d'accord là-dessus. Il y a des gens qui désirent savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'un conseiller conseiller en orientation organisationnelle. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Je t'en ai parlé, je suis tombé sur ton truc, sur ton contenu. Je suis en réflexion. Pour ma part, au secondaire, on voit un conseiller d'orientation. L'expérience, c'est peut-être pas top pour tous les auditeurs. C'était un petit peu un livre, on faisait un test, puis ils nous disaient, ben, t'as pas mal le choix de ça, ça, ça. Et je ne sais pas c'est rendu comment. Je ne les juge pas, c'est très bien ce qu'ils faisaient. Maintenant qu'on est adulte, c'est peut-être plus un réflexe, c'est peut-être pas quelque chose auquel qu'on pense. C'est peut-être, tu sais, on a des milliers de coachs de vie sur nos réseaux, on a des milliers de coachs d'affaires, mais d'aller voir un professionnel pour nous aider justement dans un choix qui, on s'entend, va faire la différence une bonne partie de notre vie, c'est intéressant. Fait que je voulais savoir, c'est quoi un conseiller d'orientation organisationnelle? OK. Ben, c'est sûr que le côté organisationnel est lié au monde des affaires. Et moi, je travaille dans le monde des affaires, je fais des évaluations de potentiel, je fais du coaching avec des employés pour les aider à développer des compétences. Donc, c'est pour ça que j'ai le côté organisationnel, pour le distinguer du psychologue organisationnel, qui, lui, a le mot organisationnel. Là, ben, on va se rajouter, nous autres aussi, le mot organisationnel. Puis, une de nos forces, bien, c'est tout ce qui touche la motivation. C'est peut-être une des caractéristiques parce que quand on aide quelqu'un à s'orienter, on part de ses motivations d'abord. Donc là, ben, ça peut être notre spécialité. Après ça, si on parle d'un conseiller d'orientation, ben, il y a des compétences qui peuvent faire plein de choses, comme le psychologue peut faire plein de choses. Mais évidemment, une de ses forces pour lesquelles il est reconnu, c'est tout ce qui touche la gestion d'une carrière. Une gestion d'une carrière, c'est complexe parce qu'on parle de quelqu'un que, en fait, son but n'est pas clair. Tu sais, si tu viens me voir, tu me dis, moi, mon but, c'est de développer ma vision stratégique. C'est complexe, la vision stratégique, la développer, c'est complexe, mais au moins, il y a un objectif sur lequel on peut s'entendre. Si tu viens me voir et me disais, moi, mon but, c'est que je ne sais pas c'est quoi mon but, ben, on est dans quelque chose d'un peu plus métaphysique qu'existentiel. C'est là où on a un travail à faire ensemble. Et là, on doit, je parlais de système, on doit mettre un système en place qui est la démarche d'orientation. Et le client doit être partenaire dans la démarche pour qu'il apprenne quelque chose, qu'il soit autonome dans cette démarche-là. Que c'est pas comme aller au garage, mon auto est brisée, réparez-le, je reviens demain. Là, on met des mécanismes en place parce qu'il faut comprendre la problématique. Il ne faut pas juste la résoudre en disant, bien, selon le test, tu devrais être fleuriste, que voilà, va faire une formation et c'est fini. Donc, il y a beaucoup d'éléments à tenir compte. Puis, c'est d'être capable vraiment d'y aller en séquence. Parce que souvent, les gens, ils se posent des bonnes questions, mais ils se posent en désordre. Que, si on prend l'exemple de la construction d'une maison, bien, dans une maison, on va commencer par faire la fondation. Si tu me dis, oui, mais là, je suis inquiet pour l'électricité, bien, je t'écoute, on est très loin de l'électricité en ce moment. On est en train simplement de définir le territoire de ta maison, puis le béton, puis l'électricité, ça va venir après. Mais le fait d'être préoccupé par une question qui va venir après, dans l'immédiat, ça fait en sorte que les gens, souvent, ils génèrent une confusion chez eux-mêmes, qu'ils peuvent penser pendant des mois de temps, que moi, mon travail, c'est d'aider les gens à se structurer, à se poser les questions dans la bonne séquence, avec les bons outils, en y mettant de la rigueur. Il y a l'émotion, c'est normal, mais en même temps, l'émotion, elle ne vient pas toujours aider, elle peut contaminer la démarche. Et je m'assure d'être un bon gardien de processus et que ce rôle-là puisse être partagé aussi avec mon client qui devient partenaire dans la démarche. Donc, je dirais que le conseiller d'orientation, son rôle, essentiellement,
c'est d'être capable de mettre la bonne structure en place pour faire une démarche qui est assez complexe, puis qui va amener à un résultat. Donc, on découpe tout en segments la démarche pour être capable, après ça, de pouvoir bien naviguer. C'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à des résultats avec nos clients. Maintenant, toi, à qui tu t'adresses? Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus? Parce que j'imagine que chaque conseiller d'orientation a un petit peu sa niche ou ses clients préférés ou peu importe. Donc, c'est ça son approche. Quelle est ton approche? Je vais te laisser la question ouverte. Quelle est ton approche? À qui tu t'adresses chez La Saligue? Ouais, ben écoute, moi, j'ai pas vraiment défini une clientèle. J'aide des jeunes, j'aide une clientèle adulte, j'aide des cadres. C'est sûr qu'il y a une clientèle qui est moins bien servie, que je peux bien servir à cause de mon expérience organisationnelle. C'est sûr que si je suis un cadre qui veut se réorienter, ben, j'ai des outils où je suis plus spécialisé. Un jeune, ben, probablement, la plupart des conseillers d'orientation, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, mais je dirais que ce que je vais faire va peut-être ressembler à ce que d'autres font aussi. Puis, ce que je trouve important, ben, j'en ai parlé, la structure, le processus, le côté psychologique, j'en ai parlé quand je parlais des niveaux de conscience, c'est un exemple. Puis aussi, d'avoir des outils rigoureux. Donc, les outils rigoureux, c'est des outils qui n'ont pas les biais, parce que quand on échange, on peut avancer dans une discussion, mais quand on parle de connaissance de soi, c'est très délicat et c'est super important que ça soit solide. Donc, moi, j'utilise des tests. Donc, un test d'intérêt pour voir l'alignement, c'est quoi le rôle que la personne veut jouer. Tu sais, c'est le verbe. Là. C'est parce que les gens vont penser à des secteurs d'activité. Ils vont dire, là, ça change constamment, les métiers qui s'inventent, les métiers qui disparaissent, OK, mais les rôles restent les mêmes. Puis c'est un peu comme la colonne vertébrale. C'est avec ça qu'on commence. Puis on va définir des critères. Le test d'intérêt va nous aider. Puis là, les tests que j'utilise, par exemple, ont des percentiles. Donc, il y a des comparaisons qui vont se faire. Le problème, c'est que si on prend un test d'intérêt, qui n'est pas un test, qui est plus un questionnaire sur Internet, ben, c'est sympathique, c'est le fun, ça peut être utile jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas une rigueur scientifique. Et moi, si je voulais construire un pont, ben, je n'irais pas avec un outil sur Internet à la va-vite. Je demanderais vraiment avoir des outils qui sont rigoureux. C'est important, c'est un pont. Puis là, ben, on parle d'une carrière, c'est important. Hey, c'est la vie de quelqu'un, t'imagines? Là, c'est le sens à sa vie. Donc, on ne va pas faire ça vite. Je vois un test de 10 minutes. Que moi, ça me prend les meilleurs outils. Puis moi, ces outils-là, je les connais depuis très longtemps. Puis je vais joindre un test de personnalité qui est encore là avec des percentiles, qui est rigoureux, qui est reconnu, pour aller chercher un maximum d'informations qui va me permettre de venir compléter le test d'intérêt au niveau du rôle, OK, c'est quoi les critères, ça va me donner des informations, mais surtout comprendre les blocages. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as de la difficulté à t'orienter? Ça bloque sur quoi? Que quelqu'un, exemple, qui est hyper anxieux parce qu'il a peur de se tromper, le problème, c'est pas qu'il ne connaît pas ses intérêts. Souvent, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il manque de confiance, puis parce qu'il manque de confiance, il doute de tout, puis le processus est contaminé. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'anxiété qui vient nuire à la démarche d'orientation, et de cette façon-là, ben, on va enlever le brouillard. Donc, ça prend tous ces outils-là, puis que ça soit partagé avec le client pour que lui soit complice de la démarche avec nous. Avec moi. Là. Donc, c'est comme ça que je travaille. Puis l'autre élément, là, qui est souvent la faiblesse, là, mettons, moi, jeune conseiller d'orientation, c'est quand tu arrives au plan d'action. OK, je sais qu'est-ce que je veux faire maintenant, j'ai une idée, ça m'inspire. Donc, déjà, c'est énorme, c'est beau, mais si on ne veut pas que ça soit juste quelque chose de le fun, mais qui prend la poussière un mois après, là, ce qu'on fait, c'est faire des plans d'action avec des stratégies. Et les stratégies, ça aussi, il y a une façon d'être plus créatif et de pousser ça plus loin. Et c'est ça que moi, j'ai énormément appris dans les dernières années, à faire des stratégies qui sont beaucoup plus approfondies. Donc, en gros, là, je dirais que c'est un peu mon terrain de jeu. Puis, j'aime bien le côté coach, là, dans le sens que je ne me considère pas comme un coach quand je fais de l'orientation, mais la posture coach, là, on va appeler ça comme ça,
c'est d'être partenaire avec les clients, orienté dans l'action. J'aime aller chercher différents outils. Puis, je suis toujours en train d'ajouter des nouvelles notions, des nouvelles idées. Puis, mon balado, Les Ambitieux, c'est un peu mon laboratoire. C'est là où je fais mes recherches, soit pour enrichir mes stratégies, pour aider mes clients dans leur recherche d'emploi, puis dire, OK, il y a un modèle, ça c'est intéressant, ou j'apprends des choses que je ne savais pas, ou soit au niveau du processus lui-même. Quand je parle des niveaux de conscience, c'est un exemple d'un modèle qui va m'aider possiblement avec certains de mes clients. Et ça, c'est ma job à moi, d'être toujours au maximum de ce que je suis capable d'aller là, au niveau de mon champ d'expertise. Ça m'amène bien des questions. Je retourne une demi-heure en arrière. Tu as dit, on définit le rôle. Inquiète-toi pas, je t'ai écouté après. J'en ai pris note pour être sûr de ne pas... tu as parlé de on va définir le rôle parce que lui reste versus comme un peu le métier que lui peut changer. As-tu des exemples de rôle pour quelqu'un comme moi qui peut-être c'est un peu flou? OK, ben écoute, le rôle, est-ce que tu connais le modèle de Holland qu'on appelle le code RIASEC? Donc ça, c'est ce qui est commun à la plupart de tous les conseillers d'orientation, là, ce que tu apprends. Puis il y en a beaucoup qui l'ont vu. C'est connu du grand public aussi, pas tout le monde, là, mais c'est un code qui dit, dans le fond, comment tu trouves un sens au travail. Donc, le rôle que tu vas jouer. Si je prends, par exemple, le R, donc RIASEC, c'est un acronyme, R-I-A-S-E-C, puis les lettres, c'est la première lettre de chacun des 6 profils. Donc, réaliste, c'est le travail manuel qui est plus physique. Le I, c'est l'investigateur, c'est plus l'expert, celui qui analyse, qui développe la connaissance. Le A, c'est artiste, social. Le S, pour la personne qui aide, en relation d'aide, qui peut enseigner. Le E, c'est l'entrepreneur. Pas l'entrepreneur, des fois les gens confondent. L'entrepreneur, c'est la personne qui gère, qui est patron, qui amène les résultats. Le C, c'est conventionnel. Donc, forcément, tu vas avoir plus qu'un profil là-dedans. Et tu vas avoir des combinaisons, un peu comme les couleurs. Il y a 3 couleurs de base, mais si tu commences à les mélanger, bien là, ça peut aller très, très loin. Et il y a un élément là-dedans, un des profils qui va être le dominant, qui va donner le sens. Puis les autres que tu as vont donner une couleur supplémentaire. Puis il y en a aussi que tu n'as carrément pas, là, vraiment. Ça, c'est l'anti-toi-même. Puis là, bien, ça aussi, ça te définit parce que tu n'es pas. Puis tout ça mis ensemble vont permettre vraiment d'établir un genre d'ADN qui va agir comme la colonne vertébrale. Ça, c'est la colonne vertébrale de ta démarche. Après ça, les secteurs d'activité, c'est super important. Tu t'en vas-tu en informatique, en marketing, c'est des secteurs, c'est important. Et ça se rajoute après. Puis il y a un côté stratégique. À un moment donné, tu vas dire, peut-être je vais aller en marketing parce que ça va être plus facile de me trouver un emploi. Puis après ça, je vais pouvoir y amener une couleur différente par la suite, une fois que je vais m'être bien positionné sur le marché. Que ça, c'est une stratégie. Mais c'est pas tant que le marketing m'intéresse, mais je pense que ça va m'aider à arriver à mon objectif. Ça va être un tremplin. Que c'est ça, les stratégies, mais ça arrive en deuxième. Puis là, bon, et puis il y a les modèles de carrière. Ça, il n'y a pas grand monde qui parle de ça. Un modèle de carrière, moi, Mathieu, moi, là, comme employé, je me trouve épouvantable. Les employeurs ont de la misère avec moi. Moi, j'ai de la misère avec les employeurs. Mais quand je suis à mon compte, là, consultant, là, ça va très, très bien. Là, avec mes clients organisationnels, écoute, ça a des super belles relations. Que le modèle de carrière, ça fait toute une différence. Mon rôle est le même, mon secteur est le même, mais ce qui change, c'est ma posture par rapport à les gens avec qui je travaille. Si on passe de employeur à client, ça vient de changer bien des affaires. Mais les modèles, on peut en inventer. On pense que les modèles de carrière, c'est 9 à 5, lundi au vendredi. Beaucoup de jeunes sont bien déprimés, puis ils disent « Ah, moi, ça n'a pas de bon sens, le marché du travail, c'est pas fait pour moi. » En fait, c'est le marché du travail traditionnel. Tu peux dire, je vais acheter des immeubles avec les profits, je vais faire des revenus passifs, après ça, je vais faire des investissements. C'est un modèle de carrière, ça. Ça pourrait être ça. On pense que le conseiller d'orientation, il essaie de nous rentrer dans une boîte puis dire, bien, regarde, le marché du travail, c'est comme ça, tu n'as pas d'autre choix. Quand pour moi, le conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui va vraiment nous aider à nous épanouir
en regardant un ensemble de possibilités. Et la palette des possibilités est énorme. Puis on peut même s'inventer sa propre carrière. Et moi, j'aime ça parler avec certains de mes clients de ce qu'on va appeler le métier d'être soi-même. Donc, le métier d'être soi-même, c'est quand tu es payé pour être toi-même. Donc, si je prends un exemple, mettons Lady Gaga. Bon, Lady Gaga, c'est une personnalité qui fait plein d'affaires. Elle fait de la musique, elle fait des films, elle anime des trucs. Et son métier, c'est d'être Lady Gaga. Il n'y a personne qui s'attend à ce qu'elle fasse d'autres choses. Il ne faut pas dire « Ah, c'est une chanteuse ». Non, pas une chanteuse, c'est Lady Gaga. Tu sais, je vais payer bien plus cher pour aller voir Lady Gaga que simplement voir une chanteuse anonyme, je ne sais pas c'est qui. Elle a réussi ça, puis c'est très complexe son univers à elle. On peut aimer, pas aimer, elle va polariser, OK, mais ça reste que c'est ça. Puis là, tu vois, là, c'est une artiste, OK, c'est une artiste flyée. Mais si on sort de le milieu artistique, on va trouver n'importe quel secteur des gens qui exercent le métier d'être soi-même. Mais le métier d'être soi-même, là, c'est quelque chose qu'on doit se battre pour arriver, pour être légitime. Et ça se fait en étapes. Il n'y a personne qui va dire écoute, Francis, là, moi je te paye pour être Francis, je te connais pas, là, mais moi je veux que ça soit toi. À un moment donné, c'est la valeur qu'on va créer. Et ça, c'est des stratégies de carrière que tu travailles avec un conseiller d'orientation. Ça me parle parce que je pense qu'inconsciemment, c'est ce que je travaille dessus. Peut-être sans stratégie, sans tactique, sans coach. Mais oui, ça me parle beaucoup, le métier d'être soi-même. Ça va même probablement être le titre de l'épisode. Mais tu sais, c'est un titre accrocheur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a une complexité qui demande une structure. Si on pense que c'est juste du marketing, soyez vous-même, écoutez vos passions. Okay, c'est trippant, c'est le fun, mais ça ne vaut pas grand-chose. C'est un peu comme je te disais, bien, construisez un pont. OK, mais un pont, ça demande de l'expertise, c'est complexe, ça demande du temps. Donc, construire un pont, c'est le fun, l'image, mais derrière, il y a tout un travail. Et c'est ça que moi, j'aimerais mettre à l'avant-plan. C'est que ce travail-là, extrêmement complexe, qui demande différentes étapes, différents types d'expertise, que ça soit confié à des gens dont c'est le métier. Plutôt que de dire, je vais faire un petit test vite, je vais lire un livre de croissance personnelle, il y en a des très bons, mais je trouve qu'on parle de quelque chose de sérieux. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que des fois les gens ne se rendent pas compte. Tu rends une de mes questions obsolète en parlant de ça, parce qu'une de mes questions, c'était un peu, elle n'est pas obsolète, mais tu y as répondu, quelle serait la première étape pour quelqu'un qui est perdu? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Fait que je pense que ça s'enligne vers aller parler avec un professionnel dont c'est le métier. Ben, si c'est sérieux, si c'est important, puis que ça amène de l'anxiété, puis que notre carrière, c'est important, effectivement, on peut essayer par nous-mêmes un petit peu, puis si on se rend compte que ça ne marche pas, ben, de voir quelqu'un qui est qualifié, puis ça peut être moi, mais ça peut être n'importe qui est qualifié. Je ne suis pas là pour essayer d'attirer de la clientèle. Ce que je trouve important, c'est surtout de vendre la profession. Parce que moi, un pont, je fais affaire avec un ingénieur, puis quand j'ai un cancer, ben, je fais affaire avec un médecin, puis si on m'accusait, on parlait de milieu carcéral, si on m'accusait pour un meurtre que j'ai pas commis, ben, je ferais affaire avec un avocat, puis je prendrais le meilleur avocat, tu sais, je prendrais pas de chance là-dessus. Puis je vois pas pourquoi, quand on gère notre carrière, on se dit, bon, regarde, je vais essayer de m'en tirer avec quelque chose sur Internet ou une personne plus ou moins qualifiée. Je trouve que c'est tellement important notre carrière. Je ne comprends pas qu'on puisse imaginer qu'on va prendre une chance là-dessus. C'est ça. Puis la première étape qu'un conseiller d'orientation va faire, ben, ça va être d'établir des bases. Puis dans les bases, ben, c'est de dire c'est quoi ton intérêt profond. C'est quoi ta motivation profonde. Puis c'est vraiment tout le temps par là qu'on commence. Et si le rôle est clair, là, je parlais du rôle, là, si ça c'est clair, là, je te dirais, on a déjà une très bonne base. Si le rôle n'est pas clair, il n'y a absolument rien à faire. Tu ne pourras jamais construire quoi que ce soit si tu n'es pas capable de bien définir ton rôle au départ.
c'est la fondation de ta maison. Donc, pour répondre à ta question, oui, voir un professionnel. Puis avec le professionnel, la première étape, habituellement, c'est ce qu'on va faire. Note à moi-même. C'est ce que je fais après, donc, quel est ton rôle, Francis? Oui, quel est mon rôle? Si on veut travailler avec toi, ça fonctionne comment? Ben, écoute, j'ai un site web. Ben, souvent, moi, ce que je dis à mes clients qui sont clients éventuels, qui sont hésitants, là, puis qui ne savent pas trop, puis ouais, ils veulent savoir qui je suis, ben, écoutez, un balado, Les Ambitieux, ça peut servir à ça. Comme ça, tu as une idée de qui je suis. Puis il y en a d'autres aussi, des professionnels qui font des contenus. Donc là, c'est bien important qu'il y ait un bon match. Bon, si on se dit, ouais, moi je pense que Mathieu, c'est le bon outil pour moi, pour m'aider, bien à ce moment-là, j'ai un site web, lescharcheursdesens.com, et ben, les informations sont là, mes tarifs, tout ça. Puis moi, je fais ça à distance, là. Puis il y a des tests, hein, comme j'en ai parlé. Et à partir de là, ben, je fais des processus. En moyenne, c'est 3 à 5 rencontres. C'est des processus quand même assez courts parce qu'on va assez vite, droit au but. Puis j'amène mes clients à devenir autonomes assez vite aussi. Ils n'ont pas tout réglé nécessairement avec moi, mais ils savent où ils s'en vont quand on a terminé. Puis après ça, ils me rappellent, « Oh, là, je coince là-dessus. » Puis là, ben, 2 mois après, « OK, j'aimerais ça avoir un rendez-vous. » Puis là, ben, puis des fois, c'est « OK, j'ai trouvé ma carrière. Maintenant, je veux que tu me coaches. Je veux que tu m'aides pour ma recherche d'emploi. Je veux développer mes compétences. » Donc là, ben, il y a des clients comme ça, on reste en contact là, parce que pour eux, leur carrière, c'est bien important. Donc, chaque étape, ben, ils veulent discuter, ils veulent réfléchir. Donc, j'ai des clients aussi on commence par une démarche d'orientation, mais souvent, on continue à travailler ensemble là, pour vraiment bien les accompagner à toute étape. Puis j'aime ça que tu nommes le fit, parce que selon moi, quand tu travailles avec quelqu'un, surtout des relations professionnelles, peut-être que pour tondre mon gazon, même si la personne, je ne m'entends pas bien avec, elle vient quand je ne suis pas là, je m'en fous. Quand on fait des services professionnels, selon moi, c'est comme la chose la plus importante d'avoir un bon fit. Tu veux être en confiance, tu veux être prêt à te livrer, tu veux pas te douter. Je veux pas être comme, c'est un charlatan qui... je veux te donner ma confiance puis dire, OK, ben j'y fais confiance parce que tu veux pas être tout le temps comme à chaque fois qu'il te dit de quoi, mais si tu veux ce test-là, on s'entend. Oui, parce que, veux pas, on est un peu vulnérable, puis on aborde un sujet qui est délicat pour nous, qu'on n'a pas réglé. Donc, on n'a pas la base pour constamment douter du professionnel, parce que si on était en mesure de faire sa job, on ne l'engagerait pas. C'est pour ça que les balados servent aussi à établir cette confiance-là, puis voir le fit, mais aussi de voir, ben, OK, c'est basé sur quoi? Je me révèle beaucoup dans mes balados, comme ça, ben, je trouve que c'est une façon aussi de dire, ben, voici le côté authentique de moi-même, là, être transparent. Puis moi aussi, je veux exercer le métier d'être soi-même en étant conseiller d'orientation, que j'ai ma couleur. Puis comme Lady Gaga, il y a du monde qui aime sa musique, il y a des gens qui ne l'aiment pas. C'est pas parce qu'elle ne fait pas de la bonne musique si tu n'aimes pas sa musique. C'est juste que c'est peut-être pas dans ton style à toi. Et c'est bien correct. Que moi aussi, j'ai ma façon d'être. Puis j'ai des conseillers d'orientation que je connais qui sont complètement différents de moi. Puis s'ils n'aiment pas Lady Gaga, ben, ils ont d'autres musiques. S'ils n'aiment pas Mathieu, ben, il y a d'autres conseillers. C'est super. C'est le fun, la diversité. Tu as parlé de 3 à 5 rencontres. Ça s'étale sur combien de temps? Bien, les rencontres sont d'une heure, là, autour d'une heure. Ben, chaque semaine, des fois ça peut être aux 2 semaines, ça dépend de l'horaire, là, mais généralement, le standard, c'est pas mal ça. Et sur 2 mois, on peut avoir une bonne idée, parce que j'imagine qu'il y a des choses à faire entre les rencontres. C'est un peu ça ma question. Oui, puis les podcasts servent à ça, d'ailleurs. Des fois, il y a des épisodes que j'ai faits en me disant ça va me servir, mettons, sur le réseautage. Bon, mais de ça, là, quand j'ai un client, là, le réseautage, moi, j'aime pas ça. Là, au lieu de partir une demi-heure à discuter le réseautage, je vais t'expliquer c'est quoi. Je dis épisode 77, tu as Dave Cameron dedans, en plus, qui est super bon là-dedans, que lui, il est mon invité. Puis là, ben, il y a un livre en lien avec ça, qui est assez original, qui amène une ouverture d'esprit. Tu as Dave Cameron dedans, il y a mes réflexions. Puis là, le client, il écoute ça. Puis là, ben, quand on se reparle, ben, il y a toutes des idées en tête. Puis là, il me fait référence à ça. Ouais, comme tu as dit là, dans l'épisode, telle affaire, que c'est comme ça que moi, j'ai construit ma manière de travailler.
c'est que je fais économiser beaucoup de temps à mes clients là, et d'argent parce qu'ils ne me payent pas quand ils écoutent des podcasts. Ils sont gratuits. Donc, mais il y en a que j'ai fait vraiment consciemment en me disant que ça allait me servir pour telle situation. Puis aussi, ça t'aide toi dans le sens que tu as un vocabulaire, tu sais, quand la personne a écouté ça puis que tu reviens la prochaine fois, ben, tu peux juste faire un vocabulaire commun. Tu n'as peut-être pas besoin d'aller au début. Je voudrais faire un shoot-out à Dave Cameron. Je l'ai rencontré pour la première fois en personne le 28 mai dernier. Je pense que ça fait 5 ans que sur LinkedIn, je sais c'est qui, on se parle tout le temps. Et on commente un sur l'autre nos publications. J'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Fait que c'est un très bon réseauteur parce que tout le monde connaît Dave Cameron, mais peu de gens savent qu'il est dans le développement des affaires. Oui, non, mais moi, d'ailleurs, pour mon propre développement des affaires, c'est sûr que je l'ai en tête, là, quand ça va être le bon moment, je veux dire, comme de la même manière que si j'ai besoin d'aide au niveau juridique, ben, si j'ai un avocat au niveau financier, développement des affaires, ben, pour moi, il est extrêmement crédible. Et je trouve qu'il y a une façon de le faire qui est propre à lui et qui est unique. Là. C'est pour ça que je l'ai invité. J'ai dit, OK, je trouve qu'il a réinventé un peu le réseautage virtuel. Et pendant la pandémie, tout le monde disait, ben là, on ne peut pas réseauter, on ne peut pas aller des 5 à 7. Attends, là, on peut réinventer ça. Puis je trouve que lui est un bon modèle. Puis surtout, il sait mettre en valeur les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit dans les livres, là. Essayer de comprendre avant d'essayer d'être compris, OK? Mais de l'appliquer concrètement au quotidien, il n'y en a pas beaucoup, moi, que je connais. Et Dave Cameron, je trouve qu'il fait une bonne illustration. Puis moi, je dis à mes clients, tu veux comprendre, là, va voir les publications de Dave Cameron. Tu peux l'inviter là, dans ton réseau, il va t'accepter, c'est sûr. Puis, regarde ses publications. Il ne fait pas exactement ce qu'il fait, mais vois comment il réussit à réinventer le réseautage et à créer de la chaleur dans du virtuel. Et moi, c'est pour ça il devient un outil de travail pour mes clients d'aller l'espionner dans ses publications. Mais Dave était excellent avant même la pandémie. La pandémie a fait que la lumière s'est mise dessus, mais parce que je le suis depuis avant la pandémie et il était très bon. Puis tu parles de ça, je l'ai rencontré, j'avais des chaussures rouges, des espadrilles rouges et il m'a écrit, genre, sur un commentaire, quelque chose comme « J'ai été content de te rencontrer, toi et tes espadrilles rouges ». Donc, il a compris un peu le côté, il a très bien compris où aller, comme faire un brand sur moi. Il a comme brandé le gars avec les chaussures rouges. Je trouve que ça a été une touch vraiment comme, on s'est peu parlé, mais une petite touch vraiment appréciée quand il a écrit ça. Ah ben oui, c'est un exemple de son approche, ça. C'est ça. Fait qu'il m'a pas dit je peux t'aider dans tes ventes ou au plaisir. Ça n'a pas été ça par tout. Puis une fois que la relation est bâtie, puis ça, il y a très peu de gens qui l'appliquent de cette façon-là, parce que tu te syntonises d'abord, puis une fois que tu es syntonisé, ben là, il y a un lien de confiance. Puis là, après ça, tu te dis, écoute, j'aurais besoin d'aide pour mon développement des affaires. Ah ben Dave, c'est la meilleure personne. J'ai l'impression de le connaître déjà. Il a déjà ma confiance. Donc, effectivement, mais c'est pour ça que je pense qu'on peut apprendre de lui. Puis moi, ben, je suis content de l'avoir intégré dans un des épisodes des Ambitieux, parce que j'ai comme la démonstration, là, l'échantillon du personnage dans l'épisode. Là. Définitivement, je vais mettre les liens vers l'épisode de James. James, il y a un petit peu il a monté de coche, là. Dave puis James, il y a une petite différence. Le producteur de film, James Cameron. Je me suis comme fourchu un peu. C'est lui qui a fait Avatar, qui est un psychopathe, que tout le monde a peur de travailler avec lui, mais qui fait des créations extraordinaires. Je voulais qu'on parle un petit peu, prendre quelques minutes. Je t'en retiens pas plus longtemps après. On parle du podcast. Je veux savoir, tu as dépassé 110 épisodes. Bravo. La dernière fois que j'ai regardé, peux-tu nous faire un elevator pitch? Tu en as parlé beaucoup. C'est quoi ton podcast? À qui ça s'adresse? Pourquoi je devrais écouter ça? Puis, si j'ai juste un épisode à écouter, lequel j'écoute? OK. Première des choses, le balado Les Ambitieux, ça fait à peu près 3 ans. Bientôt 100 000 écoutes. Donc, je suis bien content. C'est bien apprécié. Puis, je sais que quand je mets un épisode en ligne, assez rapidement, il y a déjà 200 écoutes quasiment instantanées. J'ai
une base de fidèles qui écoutent régulièrement. Et le concept, c'est un livre. Il y a toujours un livre que je mets en valeur. Et je résume le livre à peu près en 1 heure, mais d'une manière aussi qui est technique. J'explique qu'est-ce qu'il y en est. Je sais que ça soit applicable, mais en même temps qu'il y a une dimension conviviale. Donc, je parle au-dessus, je parle comme si l'auditeur, c'était mon meilleur ami proche. Des fois, je me confie, je raconte un peu comme toi tu fais, des petites tranches de vie. Je fais des liens avec d'autres épisodes. Comme ça, ben, on peut dire, ben ça, on fait des liens. Des fois, j'ai des invités, comme Dave, c'était un invité. Puis, au début, c'était un peu marketing, une manière de me faire connaître. Puis, maintenant, j'y donne une saveur plus recherche et développement. C'est un peu mort. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant des épisodes, ça m'amenait à développer en profondeur un peu plus mes connaissanses. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et des fois, je prends un roman. Des fois, je vois vraiment un autre champ. Puis après ça, j'identifie des pistes concrètes liées à ça. Puis des fois, il y a des épisodes expérimentaux. Des fois, ça parle du monde des affaires. Des fois, c'est des livres de psychologie. Des fois, ben, c'est des livres connus, là, comme genre l'intelligence émotionnelle. Bien sûr, j'ai traité ça. Tu sais, que j'essaie d'élargir le terrain de jeu. Puis j'ai du fun. C'est ça aussi qu'on peut retenir. Là. Puis je pense que ça se ressent aussi quand on l'écoute. Puis j'essaie d'évoluer à travers ça. Ça serait ça. C'est pas un bon pitch d'elevator, parce que c'est plus long qu'un ascenseur. Là. Mais ça donne une idée. Puis l'immeuble est haut. L'immeuble est grand. L'immeuble était très haut. Exactement. Il fallait changer d'ascenseur. En plus, dans l'ascenseur. C'est ça. On est correct. M'en permettre un peu plus. Puis, je dirais, un épisode écouté, ben, tu sais, c'est sûr que je vais dire l'épisode 40, tiens, puis qu'on en a parlé. Moi, c'est un épisode qui m'a marqué. Changer les mentalités, qui est sur le livre de Jennifer Garvey Berger. Et d'ailleurs, c'est le fun un élément, les livres, souvent, dont je parle, ne sont pas traduits. Comme ce livre-là, il n'a pas été traduit, Changing on the Job, qui parle du modèle de Robert Keegan. Ben, c'est une manière d'avoir accès à l'information en français, vu que le livre n'est pas traduit. Puis moi, ben, je fais l'effort d'essayer de le traduire de mon mieux, les notions. Là. Donc, ça peut être une autre utilité. Mais ça pourrait être un exemple d'épisode, le 40. Sinon, le 62, je sais qu'il m'a marqué. Le livre m'a marqué, c'est Carl Rogers. On parle beaucoup de Carl Rogers, l'écoute active, la reformulation. Mais vraiment, de lire cet auteur-là, moi, ça a vraiment amené un éclair dans ma tête, là, une révélation. Je voyais plus le monde de la même façon. Puis là, en faisant l'épisode, ben, ça m'a amené aussi à vraiment un niveau de profondeur qui m'a surpris moi-même. Donc, ça pourrait être ça, 62-40. 40-62. Et pour ceux qui n'ont rien compris de Dave Cameron, on l'ajoute sur LinkedIn, puis on écoute l'épisode 77. C'est le 3e. Fait que vous avez 3 heures de devoir après avoir écouté cet épisode-là. Y a-t-il une question que je t'ai pas posée ou quelque chose peut-être que je t'ai interrompu que tu aimerais renchérir dessus? J'en ai dit pas mal, selon moi. Même, je parle beaucoup, puis j'en beurre épais, là, j'en mets, là, puis bon, j'aime ça parler. C'est pour ça que je fais un podcast. J'espère que j'ai pas trop parlé. Aucunement. Mon but, c'est que tu parles. Ouais. Je peux te faire parler. Je peux même te réinviter si tu veux continuer à parler. Je veux juste garder ça d'un temps concis. Ben oui, certain. Puis écoute, bien, j'ai bien aimé échanger avec toi, Francis. Puis j'espère de ton côté, ça a répondu à tes attentes. J'ai adoré ma conversation. Merci. Je voulais savoir, as-tu un shameless plug? As-tu quelque chose que tu veux, que ça soit tes services et services d'un autre, quelque chose que tu les ambitieux, si les gens écoutent les ambitieux, puis s'ils ont besoin des services, ils vont savoir où me trouver, les chercheurs de sens.com, mais sur Google, ils vont être capables de me trouver. Là. J'aime ça, des clients motivés, que je pense le genre, c'est important qu'ils fassent la démarche, là, et donc je me permets de ne pas être en mode requin agressif,
quand on parle de clients, là, j'aime mieux que ce soit mes clients qui me sollicitent. Là. Donc, mais je suis facile à trouver sur Internet, puis ça va me faire plaisir d'aider du monde. Je peux être la bonne personne. Je vais mettre les liens dans les notes, que ce soit en audio ou en vidéo. Je vais mettre les liens de toute façon vers les chercheurs de sens. Ça va être le premier que je vais mettre. Puis les ambitieux, sur le podcast, ben ça c'est mon bébé, là, c'est ce que j'aime faire ces temps-ci. Là. C'est sûr, quand j'ai des commentaires, puis je vois qu'il y a des gens que ça les intéresse, c'est sûr que ça me fait triper, là, parce que c'est fun là, de penser que ça ne fait pas juste triper moi-même. Là. Je ne peux que comprendre. moi aussi, je fais du podcast et même si on ne le fait pas pour ça, il y a toujours un côté, tout c'est la R&D et tout, c'est toujours agréable quand quelqu'un dit hey, j'ai aimé ce que tu as fait. Ou peu importe, même si c'est juste constructif, c'est toujours agréable de savoir que quelqu'un l'a écouté et qu'il prend le temps de nous donner ses commentaires. C'est tellement gratifiant. Fait que je te remercie. Je te remercie énormément pour ton temps. Puis j'invite les gens à aller écouter ton podcast et à suivre les autres étapes qui sont intéressées dans ton service. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier.